Comment on se sent quand ça arrive, ces histoires-là, qu'on est médecin? On se sent comme des traîtres, puis on se sent trahi par le système. Il n'y a pas que les urgences où la situation est périlleuse. Une grave crise couvre depuis plusieurs mois dans les unités de soins intensifs des hôpitaux du Québec. C'est là où on soigne les patients les plus malades de l'hôpital. Ils sont souvent à l'article de la mort. Moi, je suis obligé de sortir des patients qui sont fragiles. Et je vis toujours avec ce risque-là, cette crainte-là. Enjeu a vécu en direct pendant quelques jours le stress des infirmières et intensivistes de 3 hôpitaux. Ils nous ont raconté les risques courent les patients et ils nous ont même parlé de décès qu'on aurait pu éviter. Témoignage choc dans un univers où le personnel jongle constamment avec des questions de vie ou de mort. Vous allez vous endormir tranquillement, madame. C'était le 30 septembre dernier. Le viaduc de la Concorde à Laval s'effondre. Le bilan est lourd. 5 morts et 6 blessés graves, qui pour la plupart ont été traités aux soins intensifs. Le bilan aurait pu être bien pire. Ils sont malchanceux d'avoir été impliqués dans cette catastrophe, mais très chanceux de s'en tirer comme ça. La direction de l'hôpital du Sacré-Cœur, un des 2 centres de traumatologie de Montréal, se veut rassurante. Et en plus, on avait de la place pour accueillir facilement 16 autres patients. Cette déclaration fait aujourd'hui bondir les intensivistes de l'hôpital du Sacré-Cœur, qui étaient débordés lors de cette fin de semaine. Cette affirmation-là, selon laquelle on aurait pu accommoder autant de patients, était inexacte, à mon avis. Très inexacte. Ça ne reflète pas la réalité. Comment vous expliquez une déclaration comme celle-là? Mais pour moi, c'est de la désinformation. Si on avait voulu accommoder 16 patients, il aurait fallu précipiter hors des soins intensifs et ou intermédiaires 16 patients qui n'étaient pas prêts à sortir de toute évidence puisqu'ils étaient encore dans cet environnement de soins-là. Il aurait fallu également, pour accommoder 16 patients, que personne fasse de pneumonie, de méningite, de crise cardiaque, que personne se rupture l'appendice pour faire une péritonite puis tomber en choc, parce que tous ces patients-là auraient probablement eu besoin de ressources de soins intensifs. La direction de l'hôpital du Sacré-Cœur a-t-elle menti? Non, clament les dirigeants qui maintiennent leur affirmation en précisant que les 16 places disponibles auraient pu se retrouver ailleurs qu'aux soins intensifs et, le cas échéant, dans d'autres hôpitaux. On n'est pas seul dans le réseau à régler cette problématique-là. Mais on ne ferme pas l'hôpital à des patients qui sont dans des situations de blessures graves. Notre rôle, c'est de répondre au moins jusqu'à la stabilisation, les opérer si c'est nécessaire, et on peut même les transférer dans un autre centre une fois la stabilisation faite. Je débranche 2 secondes pour l'axillo. Si les dirigeants de l'hôpital du Sacré-Cœur et les intensivistes ne s'entendent pas sur les places qui étaient disponibles après la tragédie de la Concorde, une chose demeure certaine. L'unité des soins intensifs de Sacré-Cœur, qui accueille les patients les plus malades, est soumise à une très forte pression depuis plusieurs mois. Dès qu'on irrigue un peu, ça revient plus rude. Le problème à Sacré-Cœur, comme ailleurs au Québec, c'est que les soins intensifs débordent. Par exemple, à Sacré-Cœur, le nombre de lits a été réduit de près de la moitié au fil des ans en raison de la pénurie d'infirmières. Toujours aux soins intensifs. Oui. Le drame, c'est que des unités complètes sont vides. Qui ne peut plus être ouverte par manque de personnel et qui sert maintenant de salle d'entreposage pour les lits, l'équipement, les ventilateurs. Physiquement, il y a plusieurs lits inoccupés, tout équipés avec moniteur, avec les sorties d'oxygène, avec tout ce qu'il faut, l'électronique nécessaire pour supporter des patients. Malgré ces salles et ces lits vides, des centaines de patients n'arrivent pas à être admis en dépit de leur état grave, à Sacré-Cœur ou ailleurs. Je conviens tout à fait que c'est une situation extrêmement difficile et je conviens parfaitement que c'est une pression également sur les intensivistes quotidiennement de gérer l'ensemble des demandes qui sont faites quotidiennement. Est-ce que les patients meurent?
Je pense que oui. Il y a des cas très grossiers. Récemment, un collègue chirurgien vasculaire a vu une chirurgie pour l'aorte remise à 3 reprises au cours du même 24 heures chez quelqu'un qui avait des douleurs abdominales puis une aorte qui était sur le point de se rompre. Au moment où il y a finalement eu l'aval des soins intensifs puis l'accès de sa place en salle d'opération, dans l'ascenseur, le patient s'est rompu l'aorte. Comment on se sent quand ça arrive, ces histoires-là, qu'on est médecin? On se sent comme des traîtres puis on se sent trahi par le système. Clairement, on n'est pas là pour regarder la mort arriver. Mais en même temps, on se sent relativement impuissant. Nos appels à l'aide naturelle vont d'abord vers nos administrations, d'abord vers les agences régionales, d'abord vers le ministère. Les priorités politiques et les priorités humaines ne sont pas toujours les mêmes. Je suis convaincu, moi, qu'on génère des gros problèmes avec la structure actuelle du système. Fait que... Tous les matins, c'est le même rituel. Les chirurgiens négocient chèrement les places avec les intensivistes pour que leurs patients puissent y être traités après l'opération. Pas de place, pas d'opération. Moi, ma madame, j'ai mieux qu'elle soit aux soins. Je suis pas jeune, c'est une grosse tumeur droite, frontale. Je peux me permettre de mettre en bas. Ici, les docteurs Pierre Marcellet et Philippe Ricaud essaient de répondre aux demandes du neurochirurgien Jean-François Giguère. Toutes les heures à faire du triage les empêchent de faire leur métier, celui de sauver des vies. Donc, qu'est-ce que je dis en haut? C'est OK. C'est OK? Ouais. C'est bon, les gars. Merci. Après cette bonne nouvelle, une nouvelle tuile tombe. Une infirmière est manquante. Résultat, une opération cardiaque doit être annulée. Oui, c'est Dr. Ricaud. Je peux parler au Dr. Demers. Oui, simplement lui faire le message qu'il ne peut faire la 3e chirurgie cardiaque. Lorsque le système déborde, les intensivistes prennent le risque de donner un congé trop tôt à un malade, de façon à faire de la place pour un patient dans une situation plus aiguë. Moi, je suis obligé de sortir des patients qui sont fragiles. Et je vis toujours avec ce risque-là, cette crainte-là de sortir un patient fragile. Mais j'ai la double contrainte. Je ne veux pas non plus priver quelqu'un d'une chirurgie qui va lui sauver la vie. Alors, on dit souvent, on sort des patients qui tiennent par la tête, des patients qui sont fragiles. « 7 heures du matin, hôpital Juif de Montréal. Céline Bossé, assistante chef infirmière, travaille ici depuis 20 ans. Salut. Ce qui m'a amené ici, c'est vraiment être capable de prendre soin d'un patient de la tête aux pieds, puis de comprendre le point de vue médical de ce qui se passe avec le patient, d'aider la famille à passer au travers de cette phase aiguë-là. C'est ça qui m'a amené ici, puis c'est pour ça que j'y reste. Yes, hi. You know we're gonna have to call it off, Mindy. Ce matin-là, on cherche à sortir des soins intensifs un patient très malade qui vient d'être opéré pour faire de la place à un autre plus malade. Ça fait une semaine qu'il a été transféré d'Abitibi. Vous êtes de retour parmi nous, là. Vous êtes aux soins intensifs. Votre chirurgie est terminée. Cette journée-là, le docteur Denis Laporta, qui dirige l'unité, va passer une bonne partie de son temps au téléphone, à tenter désespérément de trouver des lits dans d'autres hôpitaux pour des gens parfois à l'article de la mort. You know, I don't think that he'll be the one, okay? I think we're gonna call this one off, and we'll be sure to call you the next time, okay? Thank you so much. Mais il n'y arrive pas. Partout, le système déborde. Il doit donc annuler des opérations puisqu'il n'a pas de place pour accueillir des malades. Il y a trop d'affaires là, qui sont passées. Ça fait que là, il oxygène, là? Qu'est-ce qui se passe? On l'a mis à 100 avec la saturation un petit peu mieux. C'est des patients donc, qui, malheureusement, leur chirurgie doit être remise à une autre journée ou une autre période où on est capable de le faire. Les patients-là, des fois, à attendre 1, 2, 3, 4, 5 jours, des fois une semaine dans l'hôpital. Des fois, même s'ils arrivent ici et on dit ben non, on peut pas. Fait que c'est difficile pour eux autres, c'est un stress de plus. Fait que s'ils sont déjà stressés puis qu'ils ont déjà une maladie cardiaque, bien ça n'améliore pas leur situation, c'est certain. L'année dernière, je sais que nos intensivistes ont dû refuser l'équivalent de 300 demandes d'admission aux soins intensifs.
Les choses ne s'améliorent pas. Il manque maintenant une infirmière. On frôle la catastrophe. Martine, peux-tu me dire maintenant quelle est ta situation avec les patients? Parce qu'il faudrait le rappeler puis dire que ça se fasse plus vite, parce que là, on va prendre quelqu'un de step down en urgence. Pendant que Céline cherche une nouvelle infirmière, le docteur Laporta insiste pour transférer le patient de l'Abitibi dans un autre hôpital pour libérer un lit. Une vraie journée d'enfer. Je veux régler ça aujourd'hui. Là, ça prend une infirmière, un médecin. C'est un monsieur qui vient du Nord, fait qu'il faut le transférer là parce que la famille a dû venir ici durant qu'il était hospitalisé. Puis c'est beaucoup de frais, c'est ça. Fait que là, il faut organiser le transport, puis le Dr Laporta voulait qu'on le transporte le plus rapidement possible. Le temps qu'on passe à gérer les lits, on ne passe pas à traiter les patients. Alors quand on peut dire que la moitié de notre journée sert à gérer des lits, bien, pendant ce temps-là, on n'est pas au chevet de nos malades. Rive-sud de Montréal, l'hôpital Charles-Lemoine. Ce matin-là, la situation aux soins intensifs est kiff-kiff, comme on dit dans le milieu, à la limite du débordement. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, c'est beau. J'attends ton téléphone. Oui, bye. L'infirmière Claudette Noreau coordonne les activités des soins intensifs. Il y a une madame qui est arrivée au lit 16. Ouais. Madame, là, est arrivée avec les cartes, là. Oui, on va aller voir ça. La patiente du lit numéro 16 est arrivée durant la nuit. Un cas lourd avec de graves problèmes pulmonaires. Je vois la cédule opératoire, s'il te plaît. Le docteur Germain Poirier, jeune intensiviste de 35 ans, vit au quotidien les problèmes des soins intensifs à Charles-Lemoine. Là, ils ont parti les parines cette nuit. Oui, peut-être une embolie. Les urines. OK. Il manque une fille. Il manque une fille. L'absence d'une seule infirmière aux soins intensifs peut rompre le fragile équilibre du système. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Charles-Lemoine, où l'assistante infirmière-chef passera une bonne partie de la journée à chercher à la remplacer. Le ratio est généralement une infirmière pour 2 lits, pour 2 patients. Mais si cette infirmière-là est malade ou ne rentre pas, il faut fermer ces 2 lits-là. Si j'aurais pas trouvé une équivalente, là, j'allais être obligée d'obliger une fille de nuit à rester. Fait que là, c'est... Moi, je suis restée, puis moi, je veux pas rester, puis moi, ça amène une tension, une émotivité là, qui est très difficile à vivre. Vous allez vous endormir tranquillement, madame. Pantalon est prêt. OK, tu peux donner 50 microgrammes. On s'inquiète de l'état de la patiente du lit numéro 16, qui vient d'arriver. Elle passera dans quelques instants un scan. On doit d'abord l'intuber, une manœuvre très délicate. What's it called? La patiente est finalement prête pour le scan. 1, 2, 3. L'action ne manque pas pour les infirmières aux soins intensifs. C'est bon. Leur tâche est devenue plus complexe au fil des ans. C'est l'endroit où il est le plus difficile de recruter des infirmières. La compensation financière y est minime. Donc, si vous avez plus de responsabilités, vous devez faire pas mal plus d'argent, j'imagine, qu'une infirmière régulière. On a une prime de soins intensifs. Donc, vous faites combien de plus? Soins intensifs, j'ai 32,80 pour ma quinzaine. Pour 15 jours? Oui. Ça, c'est votre prime. Ma prime de soins intensifs. Pas 10 jours de travail. Pas 10 jours de travail. Ça veut dire 3 piastres de plus par jour. Les infirmières sont de garde aussi 2 week-ends par mois, font des nuits, font des jours, alors que pour peut-être un salaire un peu équivalent, on se retrouve au CLSC à faire des vaccins. Et puis je pense que c'est aussi valorisant. Il y a pas de, c'est pas pour dénigrer du tout les infirmières de CLSC, rien de ça. De toute façon, je pense qu'il ne sera pas opéré aujourd'hui. Retour à l'hôpital juif de Montréal. Le docteur Laporta perd toujours un temps fou pour trouver un lit à un patient plus malade. Puis 7, il ne partira pas de toute évidence. De toute façon, là, pour le deuxième quart, troisième quart, non, pas question. Non. Fait que comme on est là, à 11h15, l'unité va être fermée un vendredi midi. On n'aura pas de lit pour accueillir des urgences, parce qu'on n'aura plus une urgence de l'étage. Pas de lit pour les cas urgents. Pas de lit non plus pour le retour des patients qui doivent subir des chirurgies cardiaques.
C'est le jeu du lit musical. Le docteur Ma est chirurgien cardiaque. Well, my second question is, there's still no beds for this afternoon. No. There's no beds for hearts. Okay. On craint la réapparition des longues listes d'attente en chirurgie cardiaque en raison de l'engorgement des unités de soins intensifs au Québec. Nous avons croisé à l'Hôpital Juif de Montréal le docteur Yves Langlois, président de l'Association des chirurgiens cardiaques du Québec, qui sortait d'une intervention. On a des patients qui peuvent être reportés 2, 3, 4 fois, 5 fois, ou passer jusqu'à une semaine et demie à l'hôpital juste en attente d'avoir leur opération. Parce que, comme vous dites, on ne met pas la vie des gens en danger. S'il y a un cas plus périlleux, il va passer avant. Est-ce que c'est une gestion serrée, je dirais même très, très serrée? Est-ce qu'ils prennent des risques? Je dirais que parfois, oui, ils doivent prendre des risques, malheureusement, parce qu'on est dans une situation qui, parfois, elle est étouffante. À l'Hôpital Juif, la situation se complique. Toujours pas moyen de trouver une infirmière pour s'occuper d'une patiente très malade qui attend un lit. OK. Le lit 8, quelqu'un, s'il y avait une autre urgence là, qui arrivait maintenant, on serait vraiment mal pris. Il faudrait vraiment traiter sur place. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que ça sort les médecins de l'unité. Ouais. Puis là, on ne peut même pas traiter ce qu'on a ici parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se séparer en deux. Il y a des patients, par exemple, quand ils sont intubés à l'étage, des fois, ils ne sont pas nécessairement dirigés au bon endroit. Partout au Québec, quel que soit l'hôpital, le problème est le même. À l'étage, surtout actuellement, là, où beaucoup d'étages sont devenus des unités de débordement, où on a entassé 3-4 malades dans un ancien bureau. La dernière fois, on a été incapable de rentrer le char de réanimation dans ce local-là, où il y avait 3 civières. Et il a fallu faire des choses inhabituelles là, et inadéquates. Là. On retourne parce qu'il y a eu toutes les interventions qu'il pouvait avoir et malheureusement, il ne s'améliorera pas. Le docteur Laporta négocie toujours le retour de son patient vers l'Abitibi par l'avion-ambulance. C'est ça, la gestion des risques aux soins intensifs. Puis là, il va être assez stable pour partir? Peut-être que non. Peut-être qu'il va être palliatif déjà. Peut-être qu'il va partir avant. Peut-être qu'il va décéder avant. Je sais pas. Je veux savoir aujourd'hui qu'ils me disent que c'est faisable ou qu'ils veulent pas faire la dépense de l'année. Je vais régler ça aujourd'hui. Portez-vous bien, là. Les directions d'hôpitaux s'arrachent les cheveux pour combler la pénurie d'infirmières. Elles recrutent de jeunes candidates et leur offrent une formation en 6 semaines seulement. C'est la 3e journée de formation. Et ça vient plus lourd pour vous à travailler? Ou... Bien, c'est plus lourd, oui, parce qu'on doit tout expliquer ce qu'on fait, donner la formation, mais on essaie d'avoir un patient là, les premières semaines là, pour pouvoir expliquer là, les moniteurs, les pompes, les médicaments. Il y a une période de rodage à peu près de 6 à 9 mois. OK? Souvent, les nouvelles infirmières vont se sentir, vont avoir de la difficulté à dormir la nuit. Certaines peuvent avoir des nausées, des crampes abdominales. Fait que ils ont besoin de soutien beaucoup là, pour cette période. À l'hôpital Juif, on essaie toujours de donner son congé aux patients de l'Abitibi pour libérer un lit. Ils sont déjà cédulés pour un autre transport, donc ça se peut qu'on ne puisse pas. Parce que, regardez, c'est un monsieur qui est aux soins intensifs. Il prend un lit de soins intensifs. Et c'est pas comme quelqu'un qui attend à l'étage, là. Et nos lits sont vraiment contingentés. Finalement, on s'entend pour que l'avion-ambulance du gouvernement prenne le patient de l'Abitibi, mais à condition qu'un autre patient prenne cet avion au retour à Montréal. La mission n'est pas de ramener des gens aussi malades qui sont partis. Fait qu'on n'a pas de date d'arrêter, ça veut dire? Aucune heure, aucune date d'arrêter, c'est ça. Il reste ici. Il occupe les soins intensifs pour une période de temps indéterminé. Can you show me 2 fingers? Show me 2 fingers. Retour à l'hôpital Charles-Lemoine sur la rive sud de Montréal. Les intensivistes vivent en permanence dans l'antichambre de la mort. Le taux de décès des patients avoisine les 20 Ici, le docteur Germain Poirier essaie d'évaluer l'état d'une vieille dame à peine consciente et qui n'a pas de famille au Québec. You want to let go? I'm just telling you that at that point, I don't think the quality of life would be that great for your sister. Meanwhile, if something major would happen, if she would have a bad pneumonia or probably a bad pulmonary embolus,
I think the best thing would be not to treat her, would be probably to let her go by her own. Okay, just to make her comfortable. On peut garder tout le monde branché sur des machines, ça c'est assez facile pour nous. Mais quelle va être la qualité de vie au bout de la ligne? Si les patients viennent aux soins, c'est qu'on pense qu'il y a une chance de survie, il y a une chance de survie avec une qualité de vie convenable. Il y aurait, selon les intensivistes que nous avons rencontrés, de 10 à 20 des malades qui ne réussissent pas à être admis aux soins intensifs, même si leurs conditions le requièrent. À cause de la pression sur le système, des problèmes d'accessibilité, problèmes de lit, il y a un problème d'infirmière, le fait qu'il y a un patient sur 10 qui ne peut pas accéder, ce que vous me dites, c'est qu'à cause de ça, il arrive que des gens qui meurent. Oui. Catégorique là-dessus. Oui. Je peux pas vous dire comment souvent ça arrive, mais... Ça arrive. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Comment vous sentez par rapport à ça? Très mal. Il existe une expression chez les intensivistes pour décrire leur état lorsqu'un patient décède avant qu'ils aient pu le voir. Ils disent avoir un petit cimetière dans la tête. Peut-être vous connaissez ça, cette expression-là, un petit cimetière derrière la tête? Oui, pas nécessairement petit. Hein? Beaucoup de notre clientèle décède, même avec les soins qu'on leur donne. Là, on a des patients excessivement malades. Et les patients décèdent aux soins intensifs ou ne sortent pas de l'hôpital simplement à cause de la lourdeur de leur maladie. Fait qu'on a un petit cimetière à cause de ça. On a un petit cimetière parce qu'il y a toute cette clientèle-là qui ne viennent jamais nous voir. À l'hôpital juif de Montréal, on n'a pas eu besoin de l'avion-ambulance pour que le patient de l'Abitibi meure chez lui. Il est décédé avant son transport. À l'hôpital Charles-Lemoine, la patiente du lit numéro 16 est elle aussi décédée quelques jours après son admission aux soins intensifs. Moi, ce que je trouve très intense, ça m'a toujours affecté, c'est quand un patient, il peut pas s'en sortir, puis qu'on lui tient la main pour ce dernier moment. Ça, c'est très intense. Puis que la famille est là, autour, puis... Ça, je trouve ça encore très difficile. Le drame au quotidien aux soins intensifs au Québec ne semble pas vouloir s'arrêter. Tout est beau. Elle serait sortable. En attendant de trouver du personnel, des lits et de l'équipement ultramoderne demeurent disponibles dans des salles vides. Tout ce qu'on offre pour l'instant comme solution, c'est la création par l'Agence de santé de Montréal d'un comité pour évaluer la situation.